Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 14 et on parle des jeux de crayon. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Roger Waters du jeu, bassiste hors pair et fin critique Jean-François. Salut Simon, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Oh yes! Fait que aujourd'hui, un petit épisode, hein, je pense. Là, dans le fond, on a un peu abusé. On a fait un épisode de comme 4 heures, si je me rappelle bien. On s'en est pas remis là, depuis ce temps-là. Je pense qu'on était dû pour un petit sujet un petit peu plus léger. Aujourd'hui, on va parler des jeux de crayon. Ouais, c'est quoi ça, les jeux de crayon? Les jeux de crayon, ben les jeux qui vont demander l'utilisation d'un crayon, ça peut être des jeux tout simples comme des jeux de mots ou des jeux qui l'intègrent vraiment dans les mécaniques de jeu. Donc on va en parler, mais évidemment, il y en a peut-être pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça va être un petit épisode, même si on a plein d'autres choses à dire quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je connais un gars qui aimait bien ça. Il y avait un jeu qu'il aimait bien faire avec des crayons. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Ouais, absolument. Sinon, ben en fait, quelques petites choses rapidement comme ça. Aujourd'hui, ça va être quand même un épisode assez chargé, mais assez court. Et ben merci à tout le monde parce que notre épisode 11, qui était notre épisode méga compact et dense, est maintenant à ce jour notre épisode le plus téléchargé. Puis ça, c'est grâce à tout le monde là, qui écoute le podcast. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment apprécié. Ouais. On voit que Jimmy fait une différence aussi. Hein. Ben, c'est clair que depuis que Jimmy est là, il s'occupe des réseaux sociaux, il s'occupe de l'enregistrement, il s'occupe du montage. En tout cas, merci Jimmy, bravo. On va faire un épisode court pour toi cette semaine. S'il nous croit déjà pas, hein, c'est clair. mais bon, c'est un bon joueur quand même, puis il aime ça les jeux, fait que c'est correct. Ben, justement, on va en parler. On va commencer avec peut-être un petit recap des activités qu'on a faites dans les dernières semaines. Veux-tu nous introduire à quelques jeux ou activités que tu avais faites, Simon? Ouais, ben là, tu sais, je me sens un peu mal de parler de ça parce que ça fait longtemps, tu sais, mais j'ai quand même joué à un jeu en particulier, au Jab, donc au jeu au bout, là, qui fait déjà quand même un certain temps, mais ça va vite, hein, la vie. Un jeu qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, c'est le jeu High Frontier. High Frontier de Phil Eklum, ça, je suis pas trop sûr comment le prononcer. Qui est un designer assez fucké, là. Le gars, je pense que c'est un astrophysicien, mais il travaille dans un pet shop. Je sais pas trop. High Frontier, c'est quoi? C'est un jeu où les joueurs vont... Probablement, c'est un jeu impressionnant. Tu sais, la carte, là, faisait une méga table. C'était vraiment gros. Tout le monde qui arrivait à côté de ça était comme « Oh, c'est quoi ce jeu-là? » Le plateau, il y a des cercles partout. Il y a des planètes partout, avec tous les axes de rotation de la galaxie ou je sais pas trop. C'est un gros jeu de conquête spatiale où on va envoyer des fusées sur des astéroïdes pour aller chercher de l'eau, pour aller construire des espèces de factories, d'usines sur les astéroïdes. Donc c'est vraiment un jeu complètement éclaté et extrêmement compliqué en fait. T'as déjà joué toi JF d'ailleurs, tu sais que c'est un jeu vraiment compliqué. Ouais. Je sais aussi que c'est un jeu que j'ai pas besoin de rejouer. Ben, je dois te dire que cette partie-là, je l'ai absolument appréciée. En fait, on s'est amusé tout le long. C'était pas si long. Ça a même pas duré... ça a duré à peu près 3 heures, ce qui est quand même long, là, on s'entend, mais c'est pas si long pour ce jeu-là. Puis on le jouait comme semi-coop, dans le sens qu'on s'aidait beaucoup entre nous, parce que c'est un jeu dans lequel il faut faire énormément de calculs, puis savoir, ok, là je vais atterrir sur tel astéroïde, ça va me coûter tant d'énergie pour y aller, puis là finalement tu te rends compte qu'il te manque un d'énergie pour redécoller de cet astéroïde-là. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup de calculs, mais on a joué ça fair, puis on s'est aidé tout le monde. Donc c'était vraiment super intéressant, vraiment un bon jeu. C'est sûr que c'est pas là, le jeu le plus accessible, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de l'essayer au moins une fois ou deux, ou peut-être même 3, parce que là moi c'était ma 3e partie, puis c'est là vraiment que j'ai dit ok ouais ce jeu là c'est un bon jeu, ça fait du sens, puis c'était vraiment excitant, donc j'ai bien aimé ça. High Frontier. Ah ouais, ça reste un jeu assez intéressant, en effet très compliqué et c'est ce qui fait qu'il faut vraiment que tu sais, le fait de vous être entraîné, ça pourra aider l'expérience aussi, parce que tu sais, je me rappelle la première game, j'ai juste comme demandé 2-3 fois tout le temps les mêmes règles, parce que y en a tellement que tu finis par les oublier, donc
Un jeu extrême, mais ouais, superbe jeu quand même, assez magnifique. Alors de mon côté, j'ai essayé un nouveau petit jeu de party sorti chez Edge qui s'appelle Dream On. Dream On, c'est un jeu de rêve. Alors, c'est un jeu où on va rêver, donc un jeu coopératif où tout simplement c'est basé sur une mécanique d'un jeu de mémoire. Il va y avoir 2 phases au jeu. La première, ça va être, on va créer un rêve ensemble. Donc, on va avoir un temps de sablier, là, environ 1 minute et demie ou 2 minutes, pour jouer des cartes, une par-dessus l'autre, et essayer de se rappeler de l'ordre. Une fois que le sablier est terminé, ben, on va retourner le paquet, et un joueur à tour de rôle va essayer de deviner la carte qui est sur le dessus du paquet, évidemment, face cachée. Si on l'a, on fait des points. Si on l'a pas, on perd des points. Par contre, on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre qui peut nous aider à s'en rappeler, ce qui va nous rapporter un petit peu moins de points. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. On s'est fait comme 3 parties de suite. C'est vraiment, vraiment rapide, court. Et pour un jeu de mémoire, vraiment engageant et super simple à expliquer. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit jeu. Je pense qu'il va être disponible sous peu là, dans les boutiques. Donc, c'est le jeu Dream On. Mais est-ce qu'il y a un aspect de racontage d'histoire, un aspect de storytelling, ou c'est vraiment juste on joue les cartes puis... C'est ça, le jeu, c'est on joue des cartes, sauf qu'au bout du compte, ce qui va t'aider à t'en rappeler, ça va être de créer une histoire. Donc, Ouais, le jeu t'oblige pas et t'oblige d'aucune façon, mais au bout du compte, c'est la meilleure façon de faire parce que quand tu racontes une histoire, il y a un fil conducteur, puis souvent, c'est beaucoup plus facile, alors que si tu joues avec du monde plus chaotique, qui joue un peu n'importe quoi, qui font pas d'enchaînement entre leurs cartes, et là, ça va être beaucoup plus difficile parce quand on va arriver à cette partie-là de cartes, ben, souvent, même le joueur qui les a joués va pas s'en rappeler, donc... Ok, ça a l'air cool. Puis il y a beaucoup de cartes à jouer comme ça, ou... Ben en fait, c'est basé sur un système de pointage. Donc à la fin, on va compter nos points. Selon le nombre de points, on va avoir un certain classement. Et je pense qu'au début, le but ultime, ça va être d'avoir plus de 70 points, considérant qu'une carte peut pas te rapporter plus que 2 points. Il faut quand même que t'en joues beaucoup là, pour arriver. Puis là, si tu te trompes, ben, tu perds des points aussi. Fait que oui, il faut que t'en joues beaucoup, mais plus t'en as, plus ça va être dur de t'en rappeler. Donc, c'est un peu une dynamique. C'est un jeu super simple, mais tu vois qu'il y a plein de petites dynamiques comme ça qui rendent le jeu vraiment agréable et vraiment le fun. Dans un petit soirée léger, quand on veut avoir un petit jeu facile pour finir et tout. Dans les jeux de mémoire, c'est rare qu'on en parle. Il n'y en a pas tant que ça. Puis ça, c'est un que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là. Ben effectivement, la mécanique de la mémoire, c'est pas beaucoup utilisé dans les jeux. Je sais qu'il y a énormément de joueurs qui détestent ça, en fait. Moi, je trouve que c'est intéressant. Là. C'est quelque chose qui gagnerait à être un peu plus là dans les jeux, mais c'est ça, c'est difficile à jauger parce que tu pars de quelqu'un qui a pas une bonne mémoire ou une bonne mémoire, puis ça change un peu tout. C'est presque comme les jeux de dextérité. Ça peut être vraiment difficile à balancer puis à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mais je suis ok. Fait que ça, c'est Dream On. Ouais, exactement. Dream On! Dream On! Ouais, ok, cool. Ben, sinon, là, je suis en train de regarder ta liste en même temps que je suis en train d'en parler. Je pense qu'on a fait une activité en commun, mais on l'a pas faite ensemble. Ouais, exact. Donc, on parle bien entendu du RDV Geek 8X3 au Hangar 51. Donc, les rendez-vous geeks organisés par Société V, dans le fond, qui est un loft de jeux de société qui ont étendu leur empire vers le bas, donc ont pris tout le premier étage de leur local pour installer là le Hangar 51, qui est une place de rétro gaming en fait, surtout jeux vidéo, là, dans le fond on en parle un peu là, mais on avait eu une rencontre avec Normand Mars en fait qui avait parlé de cet événement là, et bon, ben les deux on est allés, c'est cool. T'as-tu fait du Battletech? Battletech Experience, oui, j'ai pu faire, j'ai fait juste une partie, parce que moi, en réalité, j'étais aussi là pour l'expérience Artemis. Oui, donc, oui, toi, on sait que t'es un fan de projet Artemis, partout où ça se joue, il court dans la rue. Vous jouez à projet Artemis! Donc, je l'ai un peu laissé de côté pour aller jouer à ça. Mais oui, j'avais fait, c'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment intéressant de voir ça, me raconter aussi à quel point ça a été un peu du travail remettre ça à jour parce que c'est des machines qui datent. Pour mettre en contexte un peu, c'est une genre de grosse coupole, une grosse machine dans laquelle on va rentrer, on va être un mech. Alors c'est un mecha, un gros robot là, qui se bat là. Avec des guns pis tout. Et c'est un jeu développé dans les années 80, donc tu sens aussi
un peu le... C'est pas à jour au niveau graphique et tout ça, mais reste que l'expérience est tellement immersive. Tu rentres là-dedans, il y a tellement de boutons, il y a tellement d'interfaces. Au début, ils disent, OK, voici qu'est-ce que tu vas voir. Ils te présentent, avant de rentrer, ils te présentent le cockpit. Ils font juste dire, OK, intéressez-vous juste à ces 2 écrans-là, les autres, il y a 7 écrans, là. C'est là-dedans, c'est comme une grosse arcade, il y a des écrans partout, des joysticks, des boutons, quoi. Là, j'étais comme, ben non, c'est correct, je vais aller checker les écrans, puis comme quand t'es dans le game, ou la première game, t'es stické sur un écran, peut-être 2, puis les autres, tu les regardes pas parce qu'il y a tellement de paramètres, tout ça. Donc vraiment, une expérience assez immersive, vraiment intéressant. Toi, tu as pu faire quelques games de plus? Ouais, nous, on a fait 4 parties, en fait. Moi, j'ai vraiment trippé, là. Ça me rappelle un peu le feeling d'aller au Laser Quest, tu sais, de faire ce genre d'activité. Tu vas aux arcades, tu rentres là, tu fais des parties. C'est des parties de 7 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est vraiment intense. Puis en plus, qu'est-ce qui est cool après? Bon, t'as ta feuille de statistiques avec toutes tes statistiques en fait que tu as eu dans la partie, puis il y a une espèce de résumé de la partie qui se fait aussi, là, donc ça écrit ok à 2 minutes 15 tel gars s'est fait tirer dans le dos, tu sais, puis fait que c'est quand même assez drôle, et il projette la partie sur le mur dans le fond, donc quand tu sors de ta partie, tu t'en vas chercher ta feuille de statistiques, et ta partie est projetée sur le mur, donc en mode spectateur, et là tu peux regarder ta partie puis te rappeler les bons moments, tout ça. Donc nous on a regardé toutes nos parties aussi, fait qu'on considère mettons qu'une partie ça dure pratiquement 15 minutes parce que tu fais la partie puis après tu regardes ta partie, tu la réanalyses. Super cool. Puis je sais pas si tu as eu la chance d'essayer les modes avancés puis tout ça ou... Non, j'ai partie de base, là, ça a été amplement suffisant. Ouais, non, c'est ça, c'est extrêmement compliqué. Là. Après 4 parties, j'ai essayé une fois le mode intermédiaire parce que tu peux vraiment changer comment ton robot se contrôle. Et on a essayé plusieurs robots différents, ils sont tous vraiment différents. Il y a au-dessus de 60 robots, il y a plein de cartes différentes. On a joué en équipe, on a joué en solitaire aussi. Mais c'est ça, c'est qu'avec le mode intermédiaire, tu peux changer comment ton robot tourne et se contrôle. Extrêmement complexe, mais... c'est vrai qu'au niveau graphique, ça l'a pas si bien vieilli. Bien entendu, ça fait presque 30 ans. Plus, en fait. Mais j'ai pas senti que c'était comme vieux puis mal fait. Là. J'étais vraiment dans l'expérience à 100%. Puis c'était vraiment cool. En fait, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis là, c'est le festival. Dans le fond, 8x3, je pense que ça se termine très prochainement. Sauf que après ça va être permanent en fait. Donc permanent, les modules de Battletech vont être installés là. Je crois qu'il y en a 10. Et il en reste à peu près une 60aine actifs dans le monde. Donc ça vaut vraiment la peine là, d'aller essayer ça. Et ça va être là tout le temps. Je pense même, et là je sais pas trop si Norma délirait un peu, mais je pense même qu'il va y avoir une ligue de Battletech. Ah ben ça, s'il y a des joueurs pour ça, ça peut se donner, c'est clair. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de stratégie, puis surtout quand tu joues en équipe, puis là, ça dépend quel robot les autres ont pris, puis là, tu fais des formations de défense. C'est vraiment intéressant, en fait. Là. Très, très belle expérience. Ça vaut la peine. Aller là avec tout le monde. Hein. Moi, je pense que c'est pour ça peut être intéressant pour pas mal de gens. Ouais, absolument. Donc, aussi d'autres nouvelles. Bon, peut-être plus si nouvelles au moment où on en parle aujourd'hui, mais c'est les nominés du Spiel de Jarres. Donc, les nominations ont été ouvertes. Et pour les 2 concours, donc le Spiel et le Kennerspiel, qui sont les 2 grands concours de jeux de société dans le monde. Donc, pour la catégorie Spiel, donc jeu plutôt familial, on a le jeu Azul, le jeu Luxor et le jeu The Mine. Alors, déjà, on peut voir le jeu Azul, encore une fois, gagné à Cannes. Est-ce que tu penses qu'il est là, il est solide? Est-ce que tu penses qu'il y a des chances? Ben, je dois avouer que Luxor, j'ai aucune idée c'est quoi. Je pense que The Mind fait un gros buzz en ce moment. J'ai pas joué, mais j'ai vu pas mal de gens jouer. J'ai vu un peu l'attrait du jeu, mais je pense que Azul, c'est un futur classique. Il est là pour rester, il est là pour être là longtemps. C'est un jeu magnifique. Moi, je mettrais un petit pari là-dessus. Là. Ouais, moi aussi, j'avoue que, évidemment, moi, je n'ai pas essayé Luxor non plus. Ça reste un jeu de Rudy Gurdom,
qui reste un bon designer dans le milieu. C'est un jeu de Queen Game, bonne compagnie. Ça reste à voir. J'ai beaucoup aimé The Mind, mais en effet, je pense pas qu'il se compétitionne vraiment contre Azul. Alors, c'est ça, ma prédiction Azul pour le Spiel. Et catégorie Kennerspiel, jeu plus gamer. Alors 3 jeux qui vont être durs à prononcer. le premier, ça va être Die Quackelsalber von Quedlinburg. Voilà. C'était pas pire. Alors, c'est un jeu de potions. C'est le seul d'ailleurs des 3 que j'ai pu essayer, donc je vais en parler un petit peu. C'est un jeu de potions où on va... c'est un peu sur la mécanique du deck building game, mais avec des jetons. Donc, on va avoir un sac de jetons. À chaque tour, on va piger des jetons dans le sac. J'aime ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu fais une potion. C'est ça qui arrive. Tu vas sortir des ingrédients de ton sac. Tu vas devoir les placer dans ta potion. Et à un certain point... si tu as trop d'une sorte de potion, ta potion explose et là, tu vas faire soit moins de points, soit tu vas pouvoir faire moins d'actions dans l'autre phase. Et dans l'autre phase, tu vas faire des points de victoire et faire acheter des nouveaux jetons, des nouveaux ingrédients dans le fond qui vont te donner des pouvoirs différents. Donc super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Honnêtement, j'étais un peu surpris de le voir dans le Kennerspiel. J'aurais peut-être attendu de le voir plus un jeu familial pour moi, mais reste avec cet aspect de construction de paquets, reste peut-être quand même assez attrayant pour les gamers, donc super intéressant. Sinon, les 2 autres, ça va être Heaven and Hell et l'autre dit Gaz Sean Clever. Donc, malheureusement, pas eu la chance de les essayer. Heaven and Hell, je sais que c'est un jeu quand même de Michael Kessling, je l'ai vu beaucoup sorti, beaucoup de gens en ont parlé, alors intéressant, je pense que ça va être un jeu que je vais devoir absolument essayer prochainement. Et l'autre, c'est un jeu de dés, donc c'est un peu drôle de le voir dans cette catégorie-là, mais oui, un jeu de dés là, qui fait son apparition. Encore une fois, j'ai entendu des rumeurs sur lequel qui était assez compliqué, qui a quand même une bonne dose de stratégie. J'ai hâte de voir ça arriver. Je pense qu'il est juste disponible en allemand pour l'instant, mais il s'en vient en production bientôt. Ouais, ben ça, j'ai bien hâte. Ça m'intrigue, ce Gan von quelque chose. En fait, ça a l'air assez particulier de voir justement dans la catégorie des jeux comme gamer, stratégie, un jeu de dés dans lequel tu vas écrire un genre de Yahtzee, tu sais. Mais bon, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il en est. Sinon, peut-être sur un autre ordre d'idée, on a fait une activité spéciale pour Balado Ludique. On est allé rencontrer Professeur Board Game. Professeur Board Game, en fait, qui a une chaîne YouTube de ludique et tout ça. Et on est allé rencontrer, probablement même qu'au moment où on se parle, l'épisode qu'on a enregistré chez lui, avec lui, est déjà sorti sur sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir nos belles tronches, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et un petit teaser, en fait, le prochain épisode, c'est un entretien avec Professeur Board Game qu'on a fait. Donc, on a fait un espèce de double jeu, comme on dit. Oui, en effet. Alors, notre première expérience en vidéo aussi. De télévision, est-ce qu'on était photogénique? On le sait pas, on l'a pas encore vu. Peut-être que le podcast va être arrêté après qu'on se soit vu. Mais c'était vraiment le fun de le faire. Dans le fond, faire un top 10 comme ça, c'est tellement le fun, j'en ai tellement écouté. Vraiment agréable qui nous a invités à faire ça. On a très sympa de sa part. Je comprends qu'il habite à Sorel, hein, fait que il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Donc... Mais non, super intéressant. Puis tu vois qu'il s'implique beaucoup pour les jeux en général. Il est sur plein de projets différents. Je vous encourage vraiment à écouter le prochain épisode où nous on l'interview parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et de très calé là, dans le domaine du ludique. Ouais. Sinon, JF, as-tu peut-être un petit dernier jeu que tu aurais joué qui serait cool de discuter ou... Non, je vais le garder pour tantôt. Ah, tu le gardes pour tantôt? Parce que c'est un jeu de dessin, c'est ça? Sinon, c'est ça. Sinon, je vais spoiler un peu, là. Fait que, on va en parler tantôt. Ok, sinon je vais d'abord juste finir avec un petit salut à notre ami de l'autre bord de l'Atlantique, en fait Ludo le gars. On fera pas un retour sur un retour d'épisode là, parce que ça va commencer à être un peu intense, mais j'ai écouté son retour sur notre épisode
Et c'était vraiment bon. En fait, je vous encourage à aller écouter cet épisode-là. Ça dure moins longtemps que son premier épisode. Ça dure une vingtaine de minutes. Mais c'est vraiment drôle. Surtout, il analyse énormément notre langage. Le langage des Québécois. Et donc ça, c'est vraiment drôle. Et il nous lance plein de petites cracks par rapport à nos choix. Donc c'est ça. Chinatown, meilleur jeu de ville. Ok, je pense qu'on est déjà rendu à un segment que ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas entendu. Il me semble qu'on attend ça avec impatience. Plein de gens nous écrivent, ils disent « Hey, là, le chef, il revient-tu bientôt? » Donc, sans plus attendre, la chronique du chef. Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF. Alors aujourd'hui à la chronique du chef, je vous sors enfin mon fameux dossier Kickstarter. Alors dossier sur lequel je vais discuter du jeu et l'implication du jeu dans le socio-financement. Et évidemment, comme un dossier le veut, je vais le faire en 2 parties. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout du jeu et comment le jeu de société a évolué dans ce nouveau phénomène qui est le sociofinancement. Et nous allons voir la suite qui est comment le jeu de société a influencé la distribution. Donc, comment se porte la distribution à l'ère de Kickstarter. Et ça sera en partie 2. Donc, pour commencer, en introduction, Kickstarter a débuté le 28 avril 2009. C'est alors la première plateforme web un peu de sociofinancement. Et on parle de... Moi, je vais utiliser le terme de sociofinancement, mais on peut aussi appeler ça du financement participatif. Alors, Kickstarter va permettre le financement de projets par l'investissement social directement de l'acheteur au lieu de se tourner vers des investisseurs privés. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon d'inventer des nouveaux produits. Pour moi, le Kickstarter a un petit peu donné naissance à un métier qui était plus vraiment existant, qui est celui de l'inventeur. Parce qu'il permet à monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui a une bonne idée, qui a un projet, d'aller chercher les financements. Parce que de nos jours, les financements, évidemment, sont... souvent, la recherche et le développement va coûter très cher. Ça va être au sein des entreprises que ce genre de projet peut évoluer, peut grandir. Alors que Kickstarter vraiment permet à des gens avec des bonnes compétences de pouvoir développer leur propre projet et peut-être même partir leur entreprise alentour d'un nouveau produit, une nouvelle idée. Alors, les créateurs de contenu présentent un projet et vendent un produit avant qu'il soit produit. Donc, c'est sous une promesse de livraison que les acheteurs vont acheter un produit. N'importe qui peut alors aller sur le site et sur une page de Kickstarter du projet et acheter le produit selon le prix qui a été convenu par le créateur. Le créateur a aussi préalablement mis une valeur plancher, donc une valeur d'achat totale qu'il devra atteindre s'il veut être capable de pouvoir produire et de créer son produit. Et pouvoir, évidemment, respecter les ententes, c'est-à-dire livrer le produit à tous les gens qui l'ont supporté. Donc, Kickstarter a vraiment un peu changé, est en train de changer un petit peu la façon dont une entreprise peut créer ou peut être créée d'une certaine façon. Et a vraiment beaucoup influencé le jeu de société, évidemment. Et c'est pour ça que je vais en parler quand même grandement. Mais juste avant ça, je vais principalement parler du phénomène Kickstarter parce que c'est vraiment le site Kickstarter qui a un peu mis de l'avant et qui est le plus épris de ce phénomène du jeu de société. Il y a évidemment plein d'autres plateformes qui font ce même concept-là, qui vont être peut-être situées ailleurs dans le monde. Kickstarter étant une compagnie américaine, mais il y a des sites comme Indiegogo, comme Ulule, La Ruche, et même un site qui s'appelle Patreon, qui offre un système de sociofinancement un petit peu différent que les autres plateformes. Mais je vais principalement parler de Kickstarter parce que c'est vraiment le gros phénomène. Alors, on considère que depuis 2009, il y a plus de 15 millions de personnes qui sont engagées, donc à hauteur de plus de 3,7 milliards de dollars. Ça inclut 140 000 projets qui ont été intégralement financés, puisque le concept du sociofinancement fait en sorte que
si le créateur n'a pas réussi à atteindre son prix plancher, son projet ne décollera pas, ou du moins les investisseurs vont réavoir leur argent qu'ils avaient mis au préalable. Donc, le phénomène Kickstarter s'est emparé aussi de plusieurs autres domaines, donc plus spécifiquement le design, la technologie, le cinéma et la vidéo, et même la musique. Mais c'est vraiment le jeu en ce moment qui est un grosse partie là, de l'argent qui rentre dans le Kickstarter. On parle généralement d'à peu près 15 à 20% des revenus faits dans Kickstarter qui ont attrait aux jeux, mais à la grande catégorie des jeux. Parce que, selon Kickstarter, ils ont 6 systèmes de classement. Donc, il y a les jeux vidéo, le jeu de société, les jeux de cartes, les jeux en direct, les jeux sur mobile et les puzzles. Ce sont donc différents types de jeux proposés. Et donc, quand je parle de chiffres, je vais souvent parler des chiffres pour la catégorie jeux, donc qui englobe un peu les jeux de société et les jeux vidéo. Par contre, on dit, bon, ces chiffres-là sont mélangés avec ceux d'une industrie qui est grandement supérieure aux jeux de société, c'est-à-dire celui du jeu vidéo. Alors, on peut se demander à quel pourcentage, peut-être, le jeu de société participe à ces milliers de dollars de profits par année qui sont faits. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a à peu près à chaque année, depuis quelques années, il y a une augmentation de 30%. Donc 30% de plus d'argent qui rentre dans des investissements de jeux, dans la grande catégorie de jeux. J'ai trouvé un site qui avait un peu décortiqué les statistiques, et le site Polygon nous donne des statistiques en divisant la catégorie jeux en 2 grandes parties, donc les jeux plus interactifs, donc appelés les jeux vidéo, et les jeux sans technologie, donc qui vont être appelés plus les jeux de table ou jeux de société. Et il a séparé les deux types de jeux financés sur Kickstarter, et on peut voir comme la différence de profit. Si on parle de 2015, le jeu vidéo aurait rapporté plus de 41 millions de dollars comme des projets de sociofinancement sur Kickstarter, alors que le jeu de société, en 2015, aurait rapporté 84 millions de dollars. Donc on parle déjà presque le double, en 2015, le double d'argent de plus dans le jeu de société. Mais je peux pas vous parler de ces chiffres-là parce qu'ils sont assez révélateurs de l'engouement Kickstarter, parce qu'en 2016, il y a eu moins d'argent rentré dans la grande catégorie de jeux. Par contre, il y a eu beaucoup plus on parle de 20 millions de plus d'argent investi dans les projets Kickstarter. Et alors que le jeu vidéo était à 41 millions en 2015, ben en 2016, il a descendu à 17 millions. Donc c'est vraiment une grosse descente, et il a maintenu ce chiffre-là, donc environ à 17 millions aussi pour 2017, alors que le jeu de société a vraiment continué à augmenter, étant rendu à 137 millions en 2017. Il faut dire que 2017 a été une année record pour les jeux de société. En fait, pratiquement chaque année est une année record, mais celle-ci, vraiment de beaucoup, parce que, entre autres, à cause d'un jeu qui est sorti en janvier 2017, et c'est le jeu Kingdom Death, qui aurait remporté plus de 1 million dans les 15 premières minutes de sa campagne, et a finalement accumulé un total de 12,3 millions pour sa campagne de sociofinancement. Un jeu qui est prévu d'être livré pour décembre 2020. Mais 12 millions, c'est pas rien, c'est aussi le 4e projet le plus financé de tous les projets confondus sur Kickstarter. Donc ça nous montre un petit peu que le jeu de société est pas juste présent par la quantité de jeux, mais aussi par l'intérêt et l'engouement lié à ça, et c'est à un tel point où les jeux de société commencent à être dans les produits les plus vendus. Cette même année, il y a aussi le jeu Le 7e continent qui a été financé à plus de 7 millions, et le jeu Rising Sun à plus de 4 millions. Donc oui, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de projets de jeux, mais il y a aussi beaucoup de certains jeux qui rapportent beaucoup d'argent, et c'est ces gros projets-là souvent qu'on voit passer et qui font un peu cette renommée du succès Kickstarter. Donc Kingdom Death avait d'ailleurs dépassé le jeu qui trônait en première place avant, qui était Exploding Kitten, qui est un petit jeu de cartes de chat qui avait accumulé un total de 8,7 millions sur le site, et s'est fait dépasser de vraiment beaucoup par Kingdom Death. Donc vraiment une grosse année. Même le site ICO analyse que pendant la première moitié de 2017, c'était plus de 24%
du profit total de Kickstarter qui était de tout l'argent qui rentrait pour les projets de Kickstarter qui était dédié aux jeux de table, pas aux jeux en général mais aux jeux de table spécifiquement. Donc c'est un quart de tous les projets faits en jeux de société dans la première année de 2017. Il faut comprendre pourquoi 2017 a un peu fracassé des records. Évidemment, mais il y a des projets financés et on peut voir qu'il y a des grands succès dans ce domaine, dans cette industrie qui est Kickstarter. Mais il y a aussi évidemment des projets qui ne sont pas financés, donc ils ne réussissent pas à atteindre leur objectif de financement. On considère même qu'environ 2 projets sur 3 ne réussiront pas leur objectif de financement en plus. Et selon les statistiques officielles de Kickstarter, 36,4% des projets de tous les projets qui sont proposés sur le site Kickstarter, il y en a seulement 36,4% qui sont intégralement financés. Donc oui, on parle beaucoup des succès, puis ça a vraiment un retentissement, les projets qui ont lieu, mais il y a aussi énormément de jeux qui ne réussissent pas à avoir leur financement. Selon un site Today in Board Game, en 2015, on pouvait analyser que 80% des projets qui réussissaient pas à avoir leur financement, mais ils réussissaient même pas à avoir 20% de leur objectif global, alors que 10% des projets non financés atteignaient même pas 30% et que seulement 3% des projets financés atteignaient à peine le 50%. Donc, ce qu'on peut voir aussi dans ces campagnes de financement, quand un projet marche pas, il marche pas il marche vraiment pas. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent cette grande distance entre des projets qui vont vraiment bien marcher et des projets qui ne réussiront même pas à aller chercher 20-30% de son financement. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser par rapport à ça, mais je ne vais pas rentrer tant en détail dans ça. Je vais plutôt continuer avec quelques petites statistiques. Donc, on pouvait dire qu'en 2017, le site Board Game Geek répertorie plus de 5000 nouveaux jeux. Considérant que là, c'est peut-être un peu évolué, on parle souvent entre 4 et 5000 jeux pour 2017. Mais selon les statistiques officielles du jeu du site Kickstarter, il y a plus de 2500 projets de jeux qui ont été financés. Donc on peut voir que dans ça, il y a une bonne proportion de jeux qui étaient des jeux de plateau, des jeux de table. Donc on peut se rendre compte que Kickstarter vient augmenter cette quantité de jeux et explique un peu cette explosion et pourquoi il y en a de plus en plus à chaque année. Il vient rajouter un petit 10 à 20% de plus de jeux qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans ce financement social et participatif. Il y a aussi, il faut dire que dans tous ces chiffres-là, il y a un petit facteur que je n'ai pas encore mentionné, qui est que le principe de sociofinancement permet aussi à des compagnies qui sont déjà établies d'utiliser ce système-là comme un moyen plus de marketing ou de pré-vente. Donc, plusieurs compagnies comme Queen, Béziers, Indie Card and Board, Stonemaier et Simon, entre autres, utilisent ça. Donc, c'est pas des jeux qui auraient besoin de passer par Kickstarter, mais ça leur permet de faire des campagnes un peu promotionnel alentour de ça, et 2, d'avoir une bonne idée de la popularité du jeu, donc avoir une meilleure peut-être idée de combien de quantité de jeux imprimés selon le buzz qu'il y a eu sur le système de sociofinancement. Mais à l'exception des compagnies déjà établies qui passent par le Kickstarter, il y a quand même vraiment une grande différence entre des jeux qui proviennent d'éditeurs plus traditionnels et d'éditeurs qui sont des nouveaux éditeurs qui se lancent dans le système de Kickstarter. Il y a même une grande distinction entre les joueurs, parce qu'on peut analyser, et en fait selon le site Opinion Gamer, eux, ils ont écrit un article sur le fait qu'il y a vraiment 2 types de joueurs un peu, et que les joueurs qui sont enthousiastes, les enthousiastes de Kickstarter et les sceptiques de Kickstarter. Et dans un article super intéressant qui est Why we're not eager to play that game you back. Donc, en gros, pourquoi nous ne sommes pas enthousiastes de jouer au jeu que tu as soutenu. Et il fait plusieurs références, il essaie d'analyser un peu le principe, qu'est-ce qui attire les gens dans le Kickstarter. Il parle souvent de l'émotion, à quel point le projet Kickstarter, le fait de, oui, soutenir un auteur, mais aussi le fait
sentir qu'il y a un intérêt, qu'il y a un buzz à partir d'un jeu. Il y a un effet très émotionnel. Et ils ont 3 observations que j'ai trouvées super intéressantes que je voulais vous partager. Et la première, c'est que les gens sont plus susceptibles d'acheter un jeu sans l'avoir joué sur Kickstarter que via le commerce du détail. Donc, il y a un peu cette compulsivité-là qui vient avec le principe de Kickstarter et peut-être un effet qui fait un peu boule de neige, qui crée un peu cette industrie un peu qui a explosé dans les dernières années. Il y a aussi une autre de leurs observations qui dit que Kickstarter a tendance à être plus une expérience émotionnelle que d'acheter au détail. Le but du processus de Kickstarter est de saisir l'acheteur potentiel via une vidéo ou une autre présentation et de l'inciter à engager de l'argent pour une création inconnue. De plus, si la campagne est intégralement financée, les acheteurs sont continuellement mis à jour sur l'état de la production du jeu, les liant encore plus étroitement à la création. Donc cette espèce d'effet d'appartenance et de connexion avec le projet qui est en cours, il y a un attrait ici qui joue beaucoup, qui attire beaucoup de gens à participer, à backer plusieurs jeux. Le jeu, il y a aussi finalement que les jeux de Kickstarter ont tendance à être un phénomène pour les joueurs peut-être un peu moins expérimentés. Parce que pour une raison ou une autre, beaucoup de gens qui ont été dans le domaine pendant longtemps restent un peu loin des Kickstarter. Et ça, c'est un peu une remarque un peu générale parce que personnellement, j'ai des amis qui sont très expérimentés, ils vont vraiment quand même, ils vont continuer à regarder ça et ils vont vraiment être à l'affût de ce qui se passe sur Kickstarter, mais règle générale, en effet, c'est peut-être une tendance un peu... Kickstarter a fait en sorte de peut-être introduire beaucoup de joueurs aux jeux de société et fait en sorte de créer un certain type de joueurs qui retournent vers Kickstarter pour acheter leurs jeux. Et on peut remarquer, à cause de ça, qu'il y a une genre de séparation. Il y a comme 2 modèles donc de joueurs et même d'industrie un peu et de types de jeux qui se créent à cause de ce phénomène de Kickstarter. Il y a deux donc modèle principal qui se distingue. Tout d'abord, il y a les jeux traditionnels qui ont une augmentation du nombre de personnes qui évaluent au fil de temps. Donc, il y a un site qui a évalué un peu les statistiques des notes sur le site BGG et au fil du temps, quelles étaient les notes d'origine et comment ils ont évolué. Ils ont pu remarquer, dans le fond, que les deux, donc autant dans l'édition traditionnelle que dans l'édition Kickstarter, les deux types de jeux ont tendance à d'évaluer, c'est-à-dire que leur cote va baisser un peu au fil du temps. Mais il y a une tendance beaucoup plus claire et beaucoup plus grande dans les projets Kickstarter. Il y a aussi le fait que les projets de Kickstarter vont avoir un très grand attrait au début, mais vont attirer moins de gens à long terme, alors que les jeux dans une édition traditionnelle vont peut-être attirer les joueurs ou vont attirer des ratings un peu plus longtemps, donc va peut-être rester un petit peu plus longtemps aussi sur le marché. Selon ce même site, ils pensent qu'une des raisons pourquoi les jeux Kickstarter sous-performent un peu au niveau des statistiques générales trouvées sur Board Game Geek sont liées à 2 facteur clé, qui est soit que le jeu a été tout simplement sous-développé, donc n'a pas répondu aux attentes vraiment qui avait promis selon la campagne, ou a peut-être surmonté leur campagne de marketing, on peut peut-être sous-développer un peu le jeu, peut-être pas assez original, ou sinon ça peut provenir qui était tout simplement pas une idée très originale au départ. Donc, quand on parle de sociofinancement comme ça, de démocratiser la création du jeu, oui, c'est vraiment le fun parce que ça permet à vraiment beaucoup plus de projets de voir le jour et d'évoluer. Mais ça fait en sorte aussi que une personne seule peut développer un jeu, et des fois, la personne seule n'a pas nécessairement l'expérience pour savoir si le jeu a une bonne idée, un bon potentiel en jeu. Et ça fait en sorte que des fois, les jeux qu'on pensait que ce soit une bonne idée, ça ne l'était pas nécessairement. Et ça fait en sorte qu'il y a peut-être une moins grande qualité, ou pas nécessairement qualité, mais au niveau de l'homogénéité de tout ce qui sort chez Kickstarter. Il y a vraiment une grande différence entre les jeux très professionnels, soit faits par des compagnies qui sont habituées, qui sont établies, ou soit faits par des gens qui ont un minimum d'expérience et qui savent comment faire, et par les autres qui se lancent et que c'est leur première fois. Donc il y a une très grande distance, alors que dans l'édition traditionnelle, les compagnies ont vraiment des méthodes et ont des techniques qui font en sorte que le produit, oui, ils peuvent faire des mauvais jeux, mais généralement, ils vont pas l'éditer, ils vont s'en apercevoir avant, ou ils vont faire les modifications nécessaires pour le rendre le jeu vraiment plus attrayant.
évidemment, je peux pas parler de Kickstarter sans mentionner les figurines, parce que le phénomène Kickstarter est aussi beaucoup un phénomène de jeu de figurines. On calculait qu'en 2015, l'achat moyen, donc un backer moyen, un supporter moyen, mettait environ 200$ dans un projet qui comportait des figurines, tandis qu'en moyenne, on avait plus une moyenne de 100$ pour des projets qui ne contenaient pas de figurines. Par contre, on pouvait aussi voir qu'il y avait plus d'acheteurs pour des jeux de non-figurines que pour des jeux de figurines. Évidemment, ça s'explique par le fait que les jeux de figurines vont coûter plus cher dû à la production, plus coûteuse, plus dispendieuse de la production, mais on peut voir aussi qu'il y a vraiment un engouement parce que les gens sont vraiment aussi prêts à mettre autant d'argent dans un jeu. Alors, un peu pour conclure, j'avais lu un article sorti sur le site Mashable, qui est l'article s'intitule Kickstarter Addict Reflect on Backing 16,000 worth of board game Regret Everything. Donc c'est un joueur qui aurait acheté plus de 150 jeux, projets Kickstarter, au cours de 2 ou 3 années, et essaie de faire un peu une analyse, essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui l'a poussé à acheter autant de jeux. Et quelques points que j'avais notés dans cet article, c'est que pour lui, il y avait une part de manquer un jeu potentiellement bon ou un jeu que d'autres personnes de la communauté du jeu de plateau étaient excitées. Donc il y a vraiment cet attrait de « Oh, le jeu, il a l'air de marcher, il y a beaucoup de gens qui l'achètent, donc puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, ben, je vais peut-être l'acheter parce que ça devrait être un bon jeu. » Donc il y a un peu cet aspect d'attirement et de buzz qui se crée, qui est une des raisons. Et ensuite, l'autre truc que j'ai noté, c'était aussi que Kickstarter était comme s'il faisait partie d'un club d'initiés avec un premier aperçu des jeux de société dont la population n'était même pas conscient. Donc pour lui, ça le mettait vraiment dans un... donc il y avait un aspect, donc probablement émotionnel lié au fait qu'il voulait des trucs et le Kickstarter lui promettait ce genre de récompense dont il souhaitait. Et deuxièmement, ben, il faisait partie d'un club select, les gens qui suivent ça. Donc je pense que ça... Autant le phénomène de Kickstarter amène une grande dichotomie dans la création de jeux et dans les jeux en soi qui sont faits. Il y a vraiment un peu deux mondes parallèles où il y a l'éditeur traditionnel. Généralement, les joueurs vont être plutôt portés à jouer à des jeux traditionnels ou très enthousiastes au Kickstarter. Donc il y a un peu de cette différence, autant au niveau des jeux, mais aussi au niveau des joueurs. Donc ça amène une genre de dichotomie, un monde parallèle où d'un côté, ben, il y a les enthousiastes du sociofinancement et de l'autre, ben, il y a les sceptiques du sociofinancement. Donc, en plus de diviser les joueurs, ben, le phénomène Kickstarter change la dynamique de l'industrie, puisqu'elle permet aussi aux auteurs de devenir éditeurs le temps d'un jeu. Cette nouvelle réalité force donc l'industrie à s'y adapter, mais ça, on va en reparler, parce que là, ça fait trop longtemps que je parle, et on va reparler lors de la deuxième partie du dossier Kickstarter. Cela dit, ben, le sociofinancement a pris sa place dans notre réalité et a eu que ce soit des influences positives et négatives, il a vraiment changé la façon dont on consommait le jeu. À vous de savoir si vous êtes un sceptique ou un enthousiaste du Kickstarter. C'était la chronique du chef avec votre chef, JF. Wow! Ça aurait pu être un 4 parties, ce dossier-là. Mais en même temps, c'est tellement intéressant, Kickstarter. Tout le monde a une opinion sur Kickstarter. Tout le monde est conscient que ça existe. Toi, t'es-tu un enthousiaste ou un sceptique? Je suis un total sceptique. Total sceptique, ah ouais. Non, mais comme je dis, tu sais, je peux faire la différence entre un jeu qui a été kickstarté puis qui a été kickstarté par une compagnie donc d'édition professionnelle, tout ça. Mais généralement, quand je vois un Kickstarter, je me mets à lire les règles et je peux savoir que c'en est un. Je trouve que souvent, et tu sais, c'est en règle générale, et c'est pas pour tous les jeux, il y a des excellents jeux. Et, bon, il y a plein de petits trucs que j'aurais pu mentionner en plus, mais il y a vraiment beaucoup de jeux qui ont été sur un sous-financement et qui sont vraiment excellents. Là, Keyflower fait partie de ça, hein, tu sais. Ah, je savais même pas que Keyflower avait fait partie de ça. Non, ok, je suis étonné. Ben, c'est ça. C'est un jeu, tu sais, ça date de 2012, donc des jeux comme Orléans, Keyflower, c'est des jeux que tu doutes pas qui ont été kickstartés parce que c'est des jeux qui sont tout à fait
qui sont restés, qui fit un peu dans le game design et dans la notion de professionnalisme. Donc souvent, tu peux pas nécessairement le savoir, surtout à cause de ça. Mais, tu sais, je reste pas totalement fermé, mais je sais que j'ai un petit doute, puis je vais probablement maintenant essayer de lire les règles avant de commencer de m'embarquer dans un Kickstarter que je connais pas. Là. Ben d'ailleurs, ça j'ai noté plein d'affaires pendant que tu parlais parce que j'avais plein de trucs, mais là, bon, on veut pas non plus faire un épisode de 4 heures aujourd'hui. C'est un petit épisode aujourd'hui. Ouais, tout petit. On va faire ça en 25 minutes. Mais un des points vraiment importants que j'ai retenu de Kickstarter, je dois avouer que j'ai été légèrement compulsif sur Kickstarter. Et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est sûrement ma haine viscérale pour les jeux de figurines. Parce qu'à partir du moment où ça a comme pris le contrôle de Kickstarter, j'ai vraiment stoppé toute activité là, sur Kickstarter. Là. Des fois, je regarde un peu, je suis curieux. Mais dans les premiers temps de Kickstarter, j'ai dû supporter à peu près une quinzaine de jeux en quelques mois. Donc, je me voyais sombrer là-dedans. Et j'ai été déçu par un grand nombre de ces jeux-là. Ouais. Ben, dis-moi donc, est-ce que tu peux me dire combien de jeux que t'as Kickstarter que t'as encore? Il doit en avoir un ou deux, en fait. Toutes les autres, je les ai échangés ou je les ai vendus ou je m'en suis débarrassé parce que, justement, il manque vraiment le... Et là, je dis, il y a toujours des exceptions à ça. Il y a des excellents jeux qui sont sortis de Kickstarter, mais je pense que l'éditeur est une pièce maîtresse dans l'industrie du jeu. Et sans ce rôle-là, c'est très, très facile de faire des erreurs puis de rater la cible, même si l'idée était bonne, même si le concept était bon. Si le travail d'édition n'a pas été fait par-dessus ce jeu-là, ben le jeu il va pas fonctionner aussi bien qu'il aurait dû, et donc avec l'abondance de jeux qu'on a chaque année, ben il va tomber dans l'oubli assez rapidement. Donc ça, c'est qu'est-ce que je pense. Mais un petit conseil peut-être pour les gens justement qui sont un peu frénétiques ou qui découvrent les jeux et là qui découvrent Kickstarter en même temps. Puis là, ils sont comme, ah oui, des jeux rares, des jeux exclusifs. Probablement, je prends pour acquis que si le jeu il est vraiment bon, il va pas rester exclusif et éventuellement va être disponible dans les boutiques. Ça, c'est une des choses. Ça va changer, là, mais bon, on parlera de ça quand tu vas parler de la distribution. On veut pas trop s'avancer. Mais vraiment, mon point, c'est que Kickstarter, c'est un outil pour aider les gens à produire des jeux et non pour aider les gens à concevoir des jeux. Et la différence entre les deux, elle est vraiment importante parce que produire un jeu, c'est quoi? C'est payer X montant d'argent pour demander à des usines en Chine de produire toutes les pièces, de les mettre dans des boîtes, ensuite les expédier aux gens. Et ça, c'est la production. Donc, théoriquement, quand on est rendu là, le jeu est complet, il est terminé, il a été testé. Alors que la conception, c'est vraiment, ben moi j'ai une idée, c'est un jeu dans l'espace avec 200 figurines, puis les gens ils roulent des dés, puis ils se battent. Puis ça, c'est un concept. L'autre, c'est la production. Si vous remarquez, en fait, les bons Kickstarter, les jeux qui sont bons et qui on sait qu'ils vont être bons, ont toujours les règles de disponibles sur leur Kickstarter. Et maintenant, pour moi, c'est rendu mon prérequis numéro 1 pour Kickstarter un jeu. T'en parlais tantôt un peu, tu disais tu vas essayer de lire les règles avant. Mais j'ai remarqué, les jeux qui sont faits soit par des compagnies ou soit par des auteurs qui sont plus connus ou par des gens qui ont réussi à se créer une réputation bonne en faisant des jeux sur Kickstarter, ben, ils vont mettre les règles sur la page le Kickstarter du jeu. Et donc, les règles sont disponibles, sont là, tout est expliqué, vous pouvez savoir le jeu. Vous ne pouvez pas savoir s'il va être bon ou non, mais lire les règles donne une très bonne indication. Puis ça va vous montrer un peu le sérieux que ces gens-là y ont. Donc, avant de kickstarter un jeu, ben, tu sais, lire les règles, c'est jamais mauvais. Ouais, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Ouais, c'est ça. Sinon, vous allez retrouver avec 200 jeux qui sont terribles dans votre bibliothèque, puis vous allez être triste, hein, parce que c'est toujours triste d'investir de l'argent sur un jeu qu'on joue pas, puis qui est pas bon, puis que les gens se moquent de nous à cause qu'on a kickstarté ça à 125$. Puis, donc c'est ça, c'est toujours triste. Soyez prudents à ce sujet-là. Donc j'ai bien hâte de voir la suite là, de ce dossier sur Kickstarter, puis de parler un peu de comment ça a influencé l'industrie. Là. On s'en reparle!
Oh yes! Fait que là, on est-tu rendu dans le cœur du projet? Épisode d'1h15. Yes, on a le temps. Je pense qu'on a amplement le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qu'on va pouvoir parler dans cet épisode-là. Premièrement, en fait, j'ai remarqué que pendant qu'on faisait justement les jeux de crayon, on faisait nos listes, on faisait un peu de recherche, il y a beaucoup de jeux qui se retrouvent dans ma liste, qui sont des jeux qui se sont retrouvés dans ma liste de l'épisode 11, donc les jeux obscurs. Fait qu'il y avait comme beaucoup de similarités entre les jeux de crayon, les jeux obscurs, c'est ça. Et aussi, on veut pas trop divulgacher, mais éventuellement, on va avoir un épisode sur les jeux de trivia, donc les jeux de connaissances et de questions. La plupart impliquent des crayons parce qu'il faut écrire sur une feuille des réponses, mais on n'a pas vraiment mis ces jeux-là dans nos listes, si je me trompe pas. Ben, un petit peu, là. Les choix sont limités, là. Ok, bon, en tout cas, on va en parler moins longtemps des jeux de questions parce qu'on va avoir un épisode spécial sur les jeux de questions éventuellement. Donc, ben Jeff, tu commençais avec un petit jeu de crayon qui t'intéresse particulièrement? Un petit jeu de crayon qui m'intéresse. Ben, écoute, par lequel commencer? Un jeu obscur qu'on a joué ensemble en 2014. C'est le jeu Rolling Japan. Rolling Japan, bon choix. Tu t'en rappelais un peu ben oui, ça? On l'a pas revu. Ben en fait, ils ont fait comme une réédition du jeu Rolling China, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Okay. Rolling USA, je pense qu'ils en ont fait comme plusieurs moutures par la suite. Ah, ok. Ah, ça, j'avais pas vu ça, mais en gros, Rolling Tokyo, ben, ou Japan, c'est un jeu dans lequel on va avoir des choix, des couleurs de dés. Tu sais, je vais en parler un petit peu. Ça fait vraiment longtemps, je peux pas vous en parler en détail, mais parce que pour moi, c'était un des jeux un peu classiques, ou peut-être un des premiers à utiliser ce concept de dés et de couleurs. On le retrouve dans beaucoup d'autres petits jeux de dés, mais ce concept avec dés de couleurs et mélange de crayons, choisir des cases, devoir placer des chiffres ou des traits tout simplement dans des cases et avoir des restrictions. C'était comme dans les premiers, peut-être qu'il y en avait un autre juste avant qu'on avait vu, mais c'est un peu peut-être débuter la mode, même si la mode a jamais vraiment levé. Mais c'est un beau petit jeu quand même que j'avais bien apprécié à cette époque. Ouais, ben absolument, Puis tu sais, c'est un jeu quand même compliqué, là, ben pas compliqué, mais complexe, là. Je me rappelle on avait le crâne qui fendait tranquillement pendant qu'on jouait à ça, parce que justement, tu roules les dés, tu dois écrire des chiffres dans des régions, dans le fond, sur une carte là, du Japon. Ouais. Juste une petite pause, l'autre c'est Rolling America, en fait. Donc c'est ça, ils ont fait une édition avec ça. Donc tu roules tes dés, puis tu dois choisir les chiffres, les écrire dans des cases, mais là, il peut pas avoir tel chiffre à côté de tel chiffre, puis telle couleur à côté de tel chiffre. Fait que là, ça rajoute des couches de complexité dans le jeu, qui était quand même intéressant, là, malgré tout. Un tout petit jeu qui a l'air de rien, mais qui est super le fun. Là. Ouais, absolument. Ben, un autre jeu qu'on a joué, en fait, la même fois, puis là, on a de l'air des gars qui parlent de notre vie antérieure, puis tout ça, en 2014, quand on essayait plein de jeux. Mais c'était la même année, c'est le jeu Doodle City. Ouais. Doodle City d'ailleurs qui nous avait fait rater le dîner cette journée-là parce qu'on était dans un événement de jeu, puis là c'était l'heure du dîner, puis nous on était comme non Doodle City c'est trop bon, puis finalement on s'est pointé au repas, il n'y avait plus de bouffe. Bon, donc c'était un peu notre problème, mais Doodle City, c'est qu'on a parlé un peu par le passé, c'est encore une fois un jeu de dés sur lequel on a une espèce de petite carte d'une ville si on veut, là. Et à l'aide des dés, on va faire des routes sur notre ville pour essayer de connecter des différents buildings ensemble, créer des maisons, des choses comme ça. Un petit jeu là justement où on va dessiner sur notre carte, on va créer des routes. Super intéressant comme jeu. Moi je l'ai ce jeu-là, puis c'est un jeu que je joue souvent, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Ouais, absolument. C'est le fun de pouvoir justement connecter. Il y a plusieurs éléments sur notre plateau, qui est une feuille en fait. Puis on va essayer de les connecter avec nos routes. Il y a certaines restrictions aussi. Donc on voit aussi cette similarité là, avec un autre jeu de dés où tu as des contraintes, tu as des façons des dés qui vont un peu te dicter les actions ou les possibilités que tu vas pouvoir faire. Et tu as des contraintes de placement. Donc ça revient un peu dans le même type. Peut-être l'autre, Rolling Japan veut utiliser un peu plus les chiffres, alors que Doodle City, ça va être vraiment juste des petits dessins. Donc les deux jeux super agréables, mais Doodle City, ouais, en effet. Je pense que c'était lui le premier, en fait. Vraiment le premier
qu'on a vu un peu dans ce genre-là. Ouais, absolument. Puis il y a beaucoup de stratégies en plus dans Doodle City. C'est ça qui est intéressant. Tu peux vraiment prendre des angles différents à chaque partie. C'est ce qui a fait en fait qu'on a joué plusieurs parties de suite puis qu'on voulait un peu optimiser nos stratégies. Donc quand même quelque chose de vraiment intéressant là. Absolument. Alors, écoute, un jeu de dessin. Petit jeu de dessin que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Picassimo, sorti en 2016. Puis écoute, c'est un jeu de dessin, donc forcément il y a des crayons, mais la particularité c'est qu'on va avoir une plaquette sur laquelle on va pouvoir dessiner, mais notre plaquette est séparée en 6 carrés. On va devoir dessiner un dessin, une image, on va avoir des cartes avec des thèmes, on va devoir en dessiner un, ce qui va toucher aux 6 cases. Une fois qu'on a fait notre dessin, on va déplacer les cases pour mélanger le dessin. Et tout simplement, on va montrer le dessin aux autres et les autres vont voir un dessin tout mélangé, vont essayer de reconstituer et essayer de trouver le premier quel était mon dessin. Donc, vraiment une belle twist, je trouve, au jeu. Petite thématique Picasso, donc avec la boîte là, qui montre des visages déformés. Super intéressant et cute, ça marche bien. Beau petit jeu de dessin, là, et il se joue jusqu'à 6 joueurs en plus, donc c'est bien parfait. Là. Ouais, absolument intéressant, là, le fait que tu dois comme mélanger. Ça rappelle un peu les casse-têtes, là, tu sais, qu'il faut que tu pousses les cases pour refaire l'image, dans le fond. Là. Ouais, ouais, en effet. Une fois qu'elle est déplacée, mais ouais, c'est drôle, c'est quand même assez bien. Je vais aller aussi dans un petit jeu de dessin qui s'appelle, et je pense que ça, c'est un jeu assez obscur, ma foi, mais c'est What is it? What is it? Donc c'est comme what it is, mais c'est comme what is it? W-A-T-I-Z-I-T. What is it? Je connais pas ça. C'est un jeu de dessin assez éclaté, en fait, dans lequel, tu sais les panneaux rouges avec un genre de trait dessus, là, entrée interdite, pis ces choses-là. Donc, comment ça marche, c'est que tu piges 3 cartes, fait que ça peut être, mettons, une guitare, une momie puis une guitare, mettons, on va dire juste 2, là, parce que j'ai pas d'autres exemples en tête, là. Puis là, faut que tu dessines qu'est-ce que t'as pas le droit de faire. Donc, what is forbidden? Donc, qu'est-ce qui est interdit? En fait, ça change pas grand-chose avec un jeu de dessin où tu dessines quelque chose normalement. C'est juste que là, il faut que tu dessines quelque chose qui est interdit. Donc, les gens doivent dire « Ah, il est interdit aux momies de jouer de la guitare. » C'est juste que ça va, vu que tu piges 3 cartes différentes, ça va te créer une espèce de situation vraiment absurde qui va être très difficile à trouver. Je me rappelle, quand j'avais joué, un des dessins que j'avais fait, c'était « C'est interdit de demander l'heure à quelqu'un qui est chauve. » Ça crée des affaires vraiment drôles, mais en plus les gens ils l'ont trouvé. Fait que c'est comme super intéressant parce que tu dois dessiner des affaires qui ont comme pas rapport entre elles. Donc ça c'est super drôle. Puis c'est un beau jeu de dessin très, très sympa. Là. Ouais, ça a l'air cool, c'est assez récent quand même. Hein, 2017, ouais, je pense que j'avais joué à ça l'année passée au Jab justement. Cool. Bon, écoute, on est-tu rendu au top 5 ou... Peut-être rapidement un petit mot sur un jeu qui est comme plus ou moins un jeu, mais que j'avais parlé la dernière fois, mais que là, je suis comme, depuis que j'en ai reparlé, je l'ai ressorti, puis je l'ai rejoué, puis là, j'étais comme, ah oui, ça, c'est vraiment cool, puis c'est vraiment le jeu de dessin. En fait, je comprends même pas pourquoi il est pas dans mon top 5. Peut-être parce que c'est pas vraiment un jeu, mais c'est The Extraordinaires Design Studio. Donc le jeu qui vient dans une belle mallette en plastique, créé par les mêmes créateurs que les Rory Story Cube. C'est un jeu dans lequel on va jouer un designer, puis il va falloir inventer un produit pour un ninja ou pour un géant. Puis là, en fait, tu piges des cartes où là, le client te dit « Ah ouais, mais je voudrais que ça soit plus petit. » Donc là, tu dois comme redesigner en fonction de les commentaires du client. Je dirais que c'est surtout un jeu solitaire. Il y a des modes pour jouer à plusieurs, mais vraiment un super bel objet, là, comme dans le sens du beau matériel, puis ça, t'as des belles feuilles, t'as un excellent crayon, tout ça vient dans une mallette où tout est bien rangé. Donc, ça, vu qu'on parle des jeux de crayon, c'était un peu difficile de pas mentionner ce jeu-là parce qu'il est extrêmement emblématique. Là. Nice. Puis bien entendu, on n'a pas eu de segment historique, mais c'est sûr que les tic-tac-toe sûrement auraient été quelque chose qu'on aurait pu mentionner là-dedans, parce que c'est quand même sûrement un des premiers jeux de dessin. Là, je vois la date, c'est comme 1300 avant Jésus-Christ. Donc c'est ça, c'est quand même assez spécial. Ouais, on y va directement là, dans le top 5. I'm ready!
Numéro 5. Alors, mon numéro 5 est le jeu que je ne voulais pas vous parler tantôt, parce que c'est le jeu Welcome to, nouveau jeu qui vient de sortir en 2018. Donc, c'est un jeu de dessin, justement, mais vraiment un jeu de dessin plus comme des jeux comme Doodle City, comme on avait parlé tantôt, parce que chaque joueur va avoir une feuille avec une ville, donc avec 3 rues sur lesquelles il va y avoir des maisons. Dans le fond, à chaque tour, ce qu'on va devoir faire, c'est placer des numéros dans ces maisons-là et activer certains pouvoirs spéciaux. Dans chacune des rues, tu vas devoir placer absolument les numéros croissants, donc toujours du plus petit numéro au plus gros numéro, et tu ne peux jamais avoir 2 fois le même numéro dans une même rue. Et la mécanique principale de ça, ce qui est le fun et ce qui peut-être différencie des dés, c'est qu'il va y avoir vraiment 3 paquets de cartes. Et dans chacun des paquets de cartes, on va, dans le fond, retourner une carte et il va y avoir 2 informations. Une sur la carte qui va être quelle action tu vas pouvoir faire, et l'autre sur le dos du paquet. Il va y avoir un numéro, ça va être le numéro que tu vas devoir placer dans ta rue. Donc il y a 3 paquets avec 2 combinaisons, tu vas choisir une des 3 combinaisons et tu vas appliquer ça. Donc tu vas prendre le numéro et tu vas devoir le placer dans une rue en respectant les règles. Et l'autre, les actions, ça va être te permettre de soit construire des clôtures qui va te permettre de faire des quartiers, des petits quartiers. Donc ça va te permettre, une action spéciale qui te permet de placer un numéro déjà placé dans ta rue. Donc plein de petits trucs comme ça qui vont te rapporter, dans le fond, des points de victoire différents. C'est un jeu, quand même, qui a beaucoup de profondeur pour un jeu comme ça. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment cette mécanique là, d'avoir des paquets de choix qui est vraiment, vraiment intéressant. Avec un petit peu de stream. Tu sais, stream? Ouais. Il y a un petit peu de ça là, dans ce jeu-là, tu sais, mais c'est pas pareil, mais ça reprend cette idée-là, fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. J'aurais probablement placé plus haut si j'avais plus joué. J'ai juste fait 2 parties, mais je trouve qu'il amène vraiment quelque chose d'intéressant, peut-être de nouveau, qui va peut-être aider à renouveler un peu ce genre-là. Le roule et dessine, comme on dit. Ouais, mais là, c'est plus ça, là. Il y a des cartes. Ah oui, ok, pige et dessine. Ouais, bon. Le roule et dessine, ça, c'était quand on avait 16 ans, là. Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur la liste de JF. Numéro 4. Mon numéro 4 est un jeu qui se nomme Capitaine Sonore. Donc, c'est un jeu en équipe. 2 équipes de 4 dans lequel on va contrôler un sous-marin. On va essayer de couler le sous-marin de l'autre équipe. Donc, jeu vraiment le fun. Ça utilise vraiment les crayons, chaque poste. Il y a vraiment, dans une équipe, il y a 4 postes quand même distincts qui ont des choses à faire différentes. Ils vont avoir leur feuille devant eux et leur feuille plastifiée et un crayon. Ils vont devoir prendre des notes dessus. Donc, superbe jeu en équipe en plus, vraiment original, vraiment particulier, avec une ambiance, jeu de temps réel. Tu sais, je parlais de Artemis tantôt, c'est comme le Artemis du jeu de société. Donc, Capitaine Sonore, superbe jeu pour moi. Ok. Mon numéro 4, il s'agit du jeu Looney Quest. Looney Quest qui est un jeu vraiment décevant parce qu'on peut pas le trouver au Québec, en fait. Il y a comme vraiment des problèmes. C'est fini ce temps-là. Là. Ah, c'est fini? Maintenant, il est là. Ouais. Ah, ben là, ok, je reviens. Je vais aller acheter le jeu. Donc, magnifique nouvelle. Alors, Looney Quest, il n'y a plus aucun côté négatif à ce jeu-là. Vous pouvez maintenant le trouver en magasin. C'est vraiment un jeu de crayon extrêmement original, en fait. Ça s'inspire des jeux de plateforme, les jeux vidéo de plateforme, si on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au centre de la table un dessin, ok, mettons un dessin, et sur ce dessin-là, il va y avoir des ennemis, des étoiles à ramasser, plein d'objets qu'il faut éviter ou ramasser. Et comment ça fonctionne? Chaque joueur va avoir devant lui une feuille acétate qui est exactement la même taille que le dessin qui se trouve au centre de la table, et on va devoir, avec notre crayon, il y a plusieurs modes de jeu, là, mais pour expliquer rapidement pour les gens qui savent pas, on va devoir tracer un trait d'un point à un autre sur notre acétate en
avec notre crayon en essayant d'aller chercher les objets qu'on veut aller chercher sur le plateau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre cette acétate-là, on va la mettre par-dessus le dessin et on va regarder, OK, avec mon crayon, oui, je suis passé par-dessus telle étoile, donc j'ai un point. Oh non, j'ai touché à tel ennemi, donc je perds un point. OK, j'ai réussi à me rendre au bout, donc je fais X points. Super beau et super cool comme jeu. En plus, il est vraiment construit comme les vieux Mario Bros. Donc, t'as World 1, Level 1, et ça va comme jusqu'à World 9, et ils sont de plus en plus difficiles, avec plein d'affaires à emmener. Il faut que tu amènes ton trait de crayon sur une switch pour ouvrir une porte, pour pouvoir passer dedans, sinon tu peux pas passer parce que c'est un laser. Vraiment cool comme jeu, très intéressant. Et là, j'ai pas encore joué, mais mon frère vient de se procurer l'extension où tu mets une espèce de pyramide par-dessus ton dessin, mais tu sais, une pyramide dans laquelle il y a des trous, donc tu vois un peu le dessin sur lequel il faut que tu fasses, mais tu vois pas tout, donc tu y vas un peu à l'aveuglette. Vraiment cool. Moi, je suis tombé en amour avec ce jeu-là dès que je l'ai vu, et je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je vous le recommande fortement, surtout si maintenant il est disponible au Québec, là, ça vaut vraiment la peine. Ben, ça reste un petit jeu un peu léger pour enfants quasiment, mais c'est vraiment fun, il est beau. Ça reste qu'il est superbe, il est vraiment, le design est superbe, puis l'expérience est vraiment cool, c'est vraiment chouette comme concept, en fait. Ouais, puis tu sais, t'as des bonus, t'as des malus, donc emmener, t'as une espèce de malus, t'as une pelure de banane, tu la lances sur l'acétate de ton adversaire, puis là, ben, il peut pas le bouger, donc il est comme obligé de le contourner, puis il y a vraiment plein de petits trucs le fun dedans, là. Ouais, très cool. Numéro 3. Mon numéro 3 était derrière le numéro 5 de Simon, et c'est le jeu Télestration. 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 Quand on parle d'un jeu de crayon, on peut évidemment penser à Télestration, ce jeu de dessin du Broken Telephone, du jeu du téléphone en fait, en dessin, en mots. Superbe jeu, je pense que tu sais, comme il fallait qu'il soit là, c'est juste un jeu qui marche trop bien en famille, il va toujours marcher, parfait pour finir une soirée, c'est comme beau petit classique là. Illustration. Oui, non, mais absolument, c'est un jeu qui continue de me fasciner, dans lequel quand on est beaucoup en famille, on le ressort tout le temps, on joue tout le temps. Des moments hilarants, en fait. Hein. C'est un jeu qui fait beaucoup rire. Un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux où on compte pas les points. En fait, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a joué à Télestration avec les points. Donc, c'est vraiment super intéressant, super drôle. On va dessiner quelque chose, on va le passer à l'autre. Il va essayer de deviner. La personne après va redessiner ce que la personne a deviné. Donc, à la fin, tu te rends compte que tu partais avec la Vierge Marie puis tu finis avec un party de saucisses dans une piscine à Mascouche. T'sais. Donc, c'est quand même vraiment assez éclaté comme concept puis vraiment drôle. Ouais, absolument. Mon numéro 3, alors on voit ici le parallèle entre les jeux obscurs et les jeux de crayon. C'est le jeu de Quiet Ear. On en avait parlé un tout petit peu avant. Pour faire vite, c'est un jeu dans lequel semi-coopératif, si on veut, avec un peu d'aspect de roleplay dedans. On va jouer à une espèce de village qui doit survivre pendant une année. Et on va piger des cartes à chaque tour et cette carte-là va nous présenter une situation souvent un peu désastreuse, mais des fois ça peut être il y a des nouveaux arrivants qui arrivent au village ou il y a une tempête, qu'est-ce que vous faites? Et on doit dessiner tout notre village. Donc chaque action qu'on va faire, ça va être de dessiner. Donc on peut dire, ben là, on va construire un pont ici, et il y a une mécanique vraiment cool où, ok, on va construire un pont ici, et là tu mets un dé, mettons on dit, ok, ce pont-là, il va prendre 4 tours à construire, donc on met un dé avec le chiffre 4 dessus, et là à chaque tour, on va le descendre de 1 jusqu'à ce que le pont soit construit. Donc il y a une espèce d'aspect de construction qui est vraiment intéressant là-dedans, et c'est vraiment un jeu de crayon parce que on va dessiner, et le seul autre matériel qu'on a, dans le fond, c'est un paquet de cartes standard qui fait référence à une feuille qui dit, mettons, ben l'as de trèfle, c'est telle chose qui arrive. Super cool, super immersif comme expérience. Un peu de roleplay, mais ça reste quand même assez facile d'accès, là, donc très simple au niveau des règles.
Ouais, très créatif aussi. Là. Ah, très créatif, exactement. Puis là, bon, il y a plein d'affaires au début de la partie. On va choisir certaines ressources qui sont abondantes dans notre village, certaines ressources qui sont manquantes dans notre village. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu joues pas un personnage là-dedans. Tu joues vraiment le village au complet. Donc, tu peux, à ton tour, contrôler 100 personnes, un groupe dans le village ou n'importe quoi. Et tous les joueurs jouent tout le village. Donc, c'est pas coopératif, mais c'est pas confrontation non plus. Ça rappelle... Il y a beaucoup d'éléments de jeu de rôle là-dedans, là, mais vraiment une belle expérience là, pour ceux qui cherchent un jeu un peu innovateur, mais pas trop compliqué. Je pense que c'est vraiment la chose à aller. The Quiet Ear. Numéro 2. Mon numéro 2 est un vieux jeu de 1982, mais un coup de cœur personnel qui est le jeu Empire Builder. Alors, Empire Builder, oh oui, oh oui! le jeu de crayon où nous allons construire notre empire ferroviaire et allons construire à coups de crayon cire! Ouais, exactement. Nous allons construire notre réseau à travers l'Amérique, essayer de connecter les différentes villes ensemble et déplacer notre train. Et bon, une mécanique évidemment classique de pick-up and delivery où on va devoir livrer des marchandises à certaines destinations. Donc, bon, malheureusement, un jeu un peu, hein, tu sais, il est pas jeune. 1982, tu le sens au niveau des mécaniques, le jeu est peut-être un peu long, et durant les 3-4 heures que ça va durer, tu vas avoir juste une locomotive, alors que tu as un empire gigantesque, mais bon, ça reste vraiment intéressant, puis cool comme jeu. Je pense que je conseillerais probablement plus, je sais qu'il y a d'autres versions plus courtes peut-être du jeu, conseillerais peut-être d'essayer une version vraiment plus courte, mais super expérience, moi, ça reste un coup de cœur pour moi, là, ce jeu à tout jamais, Empire Builder. Absolument, c'est un de mes classiques dans les jeux de crayon aussi. C'est d'ailleurs un des jeux préférés de ma copine, en fait. Mais le facteur temps amène vraiment beaucoup de difficultés, surtout à la fin de la partie, quand tu veux aller de Montréal à Mexico, puis ça te prend comme 14 tours y aller, puis t'as un train, puis t'as des chemins de fer partout à travers les États-Unis, mais t'as un train. Donc c'est ça, c'est un peu vintage là, si on veut, mais très très belle expérience. Puis c'est d'ailleurs un jeu qui mériterait vraiment une espèce d'update parce que il est vraiment intéressant. C'est un pick-up and delivery où tu vas construire tes réseaux de chemin de fer. Tout est là pour que ce soit bon. Peut-être juste que ça mérite une petite mise à jour. C'est un bon projet pour Restoration Games, ça. Restoration Game, ben oui, appelez-nous. Mon numéro 2, en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas réussi à trouver le nom de ce jeu-là. Je sais même pas si ça a vraiment un nom. Moi, je suis un fan des jeux de papier, crayon, mais tu sais, vraiment juste, t'as un crayon, t'as du papier, tu peux jouer à ça, donc les règles sont un peu bizarres, puis c'est pas trop clair c'est quoi. Ce jeu-là, ça s'appelle Paper War ou quelque chose de même, la guerre du papier. Je sais pas exactement comment ça s'appelle en fait, ça n'a pas de nom, j'ai cherché partout. Donc si vous trouvez le nom, répondez-nous ou dites-nous comment vous appelez ça. Le jeu c'est assez simple en fait, c'est qu'on va avoir une feuille de papier qui va, et là encore une fois, comme il n'y a pas de règles, hein, il y a 1000 façons de jouer à ce jeu-là. Mais en temps normal, qu'est-ce qui va arriver? On va plier une feuille de papier en deux. Et chaque personne va avoir un certain nombre de temps pour dessiner son armée de son côté de la feuille. Et l'autre personne va faire la même chose. Ensuite, on va déplier la feuille et on va en fait dessiner la guerre entre nos deux armées qu'on aura créées de chaque côté de notre feuille de papier. Ça a l'air un peu bizarre comme jeu. C'est un jeu un peu d'enfant à la base, mais je joue beaucoup et on a d'ailleurs, nous, une version vraiment évoluée maintenant où on dessine sur des sleeves de cartes, là, donc des protecteurs pour cartes, nos personnages, donc on peut vraiment les déplacer, les effacer, réécrire dessus. Donc c'est vraiment, encore une fois, très axé sur le jeu de rôle, mais super intéressant, ça favorise la créativité et vraiment très, très cool comme jeu, là, en fait. Si vous avez des gros tableaux blancs aussi, ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Ça doit être ça l'idéal. C'est vraiment, vraiment top, les gros tableaux blancs. Mais l'aspect d'avoir des cartes que tu peux déplacer, ça fait pas si longtemps qu'on a commencé à jouer avec ça, mais ça rajoute beaucoup parce que même maintenant on écrit des stats sur les cartes, donc tes personnages ont des statistiques et des niveaux qui peuvent monter. Vraiment cool en fait comme jeu, puis vous jouez à ça entre amis là, dans une soirée bien arrosée et vous allez avoir beaucoup de plaisir, je vous le garantis. Malheureusement, ça n'a pas de nom. Donc moi j'appelle ça la guerre du papier.
numéro 1. Mon numéro 1 est un jeu de civilisation, mais c'est pas un si gros jeu que ça. Ça s'appelle Roll to the Age, the Brown Age. Donc, un peu basé sur le plus gros jeu To the Age, donc le jeu de civilisation pour le game. Mais ça, c'est le petit jeu de dés d'une certaine façon. Super intéressant. Encore une fois, on va avoir notre fiche, on va avoir notre civilisation qu'on va pouvoir évoluer à chaque tour. On va rouler un certain nombre de dés selon le nombre de villes que nous avons. Et on va avoir donc soit des ressources en nourriture, en différentes sortes de ressources, ou des ressources humaines qui vont nous permettre de construire d'autres villes ou de construire des merveilles. Donc, un paquet de façons de faire des points. On va essayer de choisir les bonnes figures de dés, faire les bonnes actions, relancer au bon moment, et aussi il faut faire attention à la peste et aux différents désastres. Plus on va relancer, plus on va avoir de chances d'avoir un peu des catastrophes. Donc, superbe petit jeu de dés de civilisation, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est Roll to the Age. Oui, bon choix. En fait, j'ai pas joué souvent, mais effectivement, c'est une très bonne version de Yahtzee, si on veut. Ça rappelle un peu ça. Ben, tu sais, sans que ce soit péjoratif, là, je comprends que. Mais tu sais, c'est un Yahtzee. Tu roules tes dés, tu dessines après dessus. Donc, on appelle ça un roule et dessine, je crois. C'est vraiment un roulé des signes en effet, mais il y a pas de... Tous des dés, évidemment, avec des symboles, il n'y a pas de numéro vraiment, ça va être des petites coches que tu vas couvrir et tout ça. Mais oui, c'est un peu ça. Mon numéro 1, alors je suis bien excité, c'est le jeu A Fake Artist Goes to New York. Oh là là, tu l'as même pas joué. Ouais, c'est vrai, ok. Fallait juste qu'on en parle parce qu'on l'avait skippé. C'est un jeu que les deux on n'a pas joué, un jeu de Hunk Game, une compagnie qu'on apprécie particulièrement, donc qui font des tout petits jeux minimalistes, qui ont fait un jeu de dessin qui s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Malheureusement, on l'a pas joué les deux, mais on s'est dit avant l'épisode que probablement qu'il aurait été dans notre top 5 si on l'avait joué. Mais bon, c'est pas là. Ouais, exact. On va en reparler, là. C'est sûr qu'on va l'essayer un jour ou l'autre. Mon numéro 1, en fait, il s'agit du jeu Thousand Blank White Card, ou mieux connu en français sous le nom de Carte Blanche Héritage. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est en vente sur le site de Balado Ludique, donc si vous êtes intéressé. C'est quoi ça, Carte Blanche Héritage, Thousand Blank White Card? Ça représente bien le nom, hein, 1000 cartes blanches. C'est pas mal ça le jeu, en fait. Donc, au début du jeu, il y a 1000 cartes blanches et les joueurs vont devoir inventer les cartes au fur et à mesure qu'ils vont les jouer. Donc, tu as des cartes blanches dans ta main, t'écris dessus, tu dessines dessus, t'écris son effet dessus, puis à ton tour, tu joues la carte. Il y a quelques règles par rapport à ça, donc par rapport à où tu peux jouer la carte. Tu peux la jouer devant quelqu'un d'autre pour l'affecter, tu peux la jouer au centre pour affecter tout le monde, ou tu peux la jouer devant toi pour t'affecter toi, dans le fond. Jeu extrêmement créatif, extrêmement intéressant. Bien entendu, c'est un jeu assez facile à briser parce que quelqu'un pourrait juste écrire sur sa carte « Je gagne » et la jouer devant lui. C'est ce que tout le monde m'a dit en fait quand je leur ai expliqué le jeu, parce qu'on a eu une phase où on a joué quand même pas mal, puis tout le monde me disait ouais ben j'ai juste à écrire j'ai gagné sur la carte puis la mettre devant moi. Je dis oui, tu peux faire ça. De toutes les parties qu'on a jouées, c'est jamais arrivé que quelqu'un a fait ça. C'est sûr que ça demande quand même le bon vouloir des gens et le fait d'être quand même motivé par ça. Excellent jeu, excellent aussi exercice de design, donc pour les gens qui sont comme auteurs dans l'âme puis qui aimeraient ça créer des jeux, super bon exercice de créer des cartes qui vont marcher entre elles, qui vont être intéressantes, créer des synergies. Vraiment phénoménal comme jeu. Chaque fois que je joue, je suis impressionné. Et la beauté de ça, c'est que quand là, la première partie est un peu spéciale, mais toutes les parties d'après, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends des cartes qui ont été créées dans les parties antérieures, ça dépend du nombre de joueurs, là, mais dans le fond, il va y avoir 50% de cartes déjà créées par le passé et 50% de cartes blanches. Tu les mélanges ensemble, tu passes ça à tout le monde. Et donc là, ça devient un genre de legacy. Donc de là, carte blanche, héritage. Donc ça devient une espèce de legacy où tu vas jouer avec des cartes de gens qui ont créé 4 parties avant. Puis là, il va y avoir des cartes qui vont revenir. Puis là, c'est vraiment, vraiment très cool comme jeu, là.
Bon, un autre espèce de jeu obscur que personne ne connaît. Fallait bien, hein? Ton top 3, aussi, des jeux, des jeux vraiment obscurs. Non, mais on Alors, est là pour apprendre des choses aux gens, puis que les gens ils sont comme, ah oui, je veux jouer à ça a l'air cool, puis tout, je vais le kickstarter peut-être, ben oui, c'est 1000 cartes blanches, ok. Donc, non, mais clairement, ça a l'air de rien quand tu y as pas joué. Ça a l'air blanc, là, effectivement. C'est difficile à convaincre le monde, il faut que tu aies la bonne gang pour ça, mais c'est en effet un jeu assez créatif et assez rigolo, là, quand t'es dans le bon mood puis que t'as la bonne gang pour ça. C'est ça. C'est un jeu quand même circonstanciel. D'ailleurs, tu sais, la plupart de, comme tu dis, mes trois premiers jeux là-dedans, c'est des jeux circonstanciels que tu veux jouer avec des gens qui sont créatifs, qui sont motivés par dessiner, même si tu dessines pas bien, tu sais, comme c'est vraiment pas grave. Ça demande, non c'est ça, c'est vraiment pas grave si tu dessines pas bien, mais il faut que tu aimes ça dessiner puis que tu aimes créer des choses. Je pense que ça c'est des jeux justement assez créatifs, mais pour moi le crayon est un outil créatif à la base. Oui, tu peux l'utiliser pour écrire des chiffres puis tout ça. Oui, ça c'est correct, mais l'utiliser comme un outil créatif, c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant là, dans les jeux de crayon. Là. Ben ouais. Hey, un jeu de 1996, hein, ça date quand même. Ouais, 1000 cartes blanches, je comprends pas comment c'est pas plus populaire. Tout le monde devrait avoir une copie chez vous. Allez vite sur le site de Balado Ludique, vous procurerez une copie de Carte blanche héritage. Je pense que ça met fin à cet épisode. On a quand même été assez respectable. Jimmy, tu vois, il nous a même pas parlé une fois pendant l'épisode. Il était comme juste fasciné. Il est content. Là, en bas d'une heure et demie, ça va y faire moins de montage à faire. Puis il est bien heureux par rapport à ça. Sinon, peut-être juste finir pour récompenser les gens qui sont restés là, jusqu'à la fin. J'avais deux petites choses que j'aurais aimé mentionner à la fin de l'épisode. Donc, on va faire des petites salutations à nos fans Facebook et aux gens qui interagissent avec nous. Premièrement, je voudrais mentionner Marie. J'ai pas son nom de famille, là, mais c'est peut-être mieux qu'on le donne pas, dans le fond. Marie qui travaille dans organisation d'événements au Randolph. Donc, une des top organisatrices de la ville de Montréal. C'est elle, d'ailleurs, qui nous a demandé de dire ça en ondes. Donc, continue ton bon travail, Marie. C'est super, qu'est-ce que tu fais. Et pour ceux qui sont peut-être un peu dans le milieu, vous allez voir les liens là, qui se tissent et se créent. Mais on a été tagué cette semaine dans un nouveau projet qui s'appelle JDSQC Stats. Donc, jeu de société QC Stats. Hashtag JDSQC Stats. Qui est une espèce de projet de jeu qui a été parti par Jonathan Galarno et Pierre-Marc Duguay. Pour l'instant, ils publient seulement sur la page Jeux de société Québec, mais peut-être qu'ils ont une page à eux, mais j'ai pas trouvé ça. Et qu'est-ce qu'ils font, c'est que... Je sais pas si tu as vu ça passer, JF, ou... Non. Ok, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux gens « À quoi avez-vous joué cette semaine? » Et là, à chaque mois, dans le fond, je pense à chaque 4 semaines, ils vont publier une espèce de résumé de ce que les gens vont leur avoir dit comme information. Donc, c'est quand même assez cool. Tu vois, là ils sont rendus à leur deuxième fois qu'ils publient. Il y a eu 117 personnes qui ont partagé leurs statistiques de à quoi ils ont joué cette semaine, pour un total de 640 jeux joués. Et là, après, ils vont faire plein de statistiques avec ça. Donc, les top 9 des jeux joués, on a Azul, Sagrada, Seven Continents, Micropolis, Clank, Terraforming Mars, Magic, King Domino et Majesty. Donc, c'est super cool. Puis là, je ne dirai pas toute question, mais après ça, ils séparent ça par les jeux légers, les jeux amateurs, les jeux passionnés. Et là, ils te font des pourcentages. Tu vois, on a 47% des gens qui ont joué à des jeux légers par rapport à 17% les passionnés, donc qui sont un peu les plus gros gamers. Et là, ils vont dire aussi le nouveau jeu ayant connu le plus de succès en ce moment, c'est Micropolis. Donc, c'est quand même assez cool de savoir ça. Et ils vont aussi séparer ça par les années de parution des jeux. Donc, là, on voit les jeux les plus joués en ce moment proviennent de 2017. Et c'est quand même flagrant quand on regarde leur graphique. Super beau travail d'édition graphique, nice. D'ailleurs. Très bonne idée. Ils présentent ça sous des beaux tableaux, puis tout est bien intéressant. Donc 3012 parties jouées dans ce mois-là. C'est un projet qui a été parti de même, puis je pense que ça a vraiment un beau potentiel. Les gens participent, les gens sont intéressés par ça. Donc je vous intéresse à aller voir ça sur la page de Jeux de société QC. Et en fait, c'est
JDSQC Stats. Donc si vous tapez juste ça, peut-être dans Facebook, avec un hashtag devant, vous allez le trouver. Mais belle initiative, puis on peut peut-être essayer là, une fois de temps en temps de revenir sur ces statistiques-là, puis analyser là, à quoi les gens jouent de nos jours. Yeah. Donc, ça conclut l'épisode, JF. Je te remercie beaucoup pour ta grande participation à l'épisode. Un dossier du chef ultra bien ficelé et ultra massif. J'ai bien hâte d'entendre la suite là, sur Kickstarter. Et sur ce, JF, je te dis, continue à jouer. Continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.